Clôture ce jeudi de la première session ordinaire de l'année 2022 qui était ouverte le 1er mars dernier à Kara. Après 4 mois de travaux législatifs, c'est l'heure de dresser le bilan des activités menées. C'est un bilan satisfaisant avec l'adoption de plusieurs projets de loi selon la présidente de l'Assemblée nationale. Les 11 séances que nous avons tenues en portent témoignage. Elles nous ont permis d'adopter 12 projets de loi, d'élire les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et d'être informés par le gouvernement sur le processus d'adhésion du Togo au Commonwealth, suivi de l'adoption d'une résolution. Elle a saisi l'occasion pour remercier ses collègues députés, le personnel de l'Assemblée nationale ainsi que les partenaires en développement pour leur engagement et abnégation pour la cause commune qu'est le développement. La présidente de l'Assemblée nationale a par ailleurs exprimé sa gratitude au chef de l'État Faure Gnassingbé pour les différentes réformes opérées et pour sa politique de développement qui vise l'épanouissement et le bien-être de la population. Elle a invité les autorités à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Notre objectif commun est de soutenir la croissance pour mieux construire l'avenir du Togo. Les projections contenues dans ce document vont y contribuer. Il s'agira de poursuivre les actions de renforcement de nos systèmes de santé et des systèmes sociaux, d'investissement dans l'éducation et l'enseignement supérieur, ainsi que les mesures de lutte contre la hausse du coût de la vie, tout en stimulant davantage la croissance économique. Dans le même sens, il est tout à fait justifié de redoubler de vigilance en dotant davantage nos forces de défense et de sécurité des moyens conséquents leur permettant de pouvoir contenir les différentes menaces auxquelles notre nation pourrait être exposée. À ce titre, et comme cela a été mentionné dans les recommandations, nous encourageons le gouvernement à faire des efforts supplémentaires pour doter le ministère des Armées d'un budget à la hauteur des enjeux sécuritaires auxquels notre pays fait face. C'est pour moi, ici, l'occasion de rendre un hommage mérité à son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République, pour les orientations stratégiques qu'il ne cesse de donner au gouvernement pour un pilotage avisé des politiques publiques permettant de faire face avec courage et détermination aux besoins de la population togolaise, surtout des plus vulnérables, dans un contexte de crise multidimensionnelle. La présidente de l'Assemblée nationale a indiqué la disponibilité de son institution à accompagner le gouvernement dans sa politique de développement. Onzième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2022 ce jeudi, les députés à l'Assemblée nationale ont planché sur 2 projets de loi. Le premier projet de loi porte sur la modification de la loi numéro 2007-001 du 13 mars 2007 relative à la décentralisation et aux libertés locales, modifiée par la loi numéro 2018-003 du 31 janvier 2018. Le deuxième projet de loi modifie la loi numéro 2019-018 portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. S'agissant du projet de loi relatif à la décentralisation et aux libertés locales, la rélecture touche certains points, à savoir l'exécution des compétences partagées entre l'État et les collectivités territoriales, l'interprétation de certaines compétences par les collectivités territoriales, les dispositions relatives à la destitution du maire et de ses adjoints, le rôle dévolu aux conseils régionaux. Par ailleurs, certaines innovations ont été introduites et sont relatives à la création des groupes d'élus au sein des conseillers municipaux et régionaux pour instituer plus de cohésion au sein des élus. Cette modification prévoit l'institution d'une conférence territoriale de l'action publique dans les régions en vue de soutenir l'exécution concertée des compétences. Des modifications ont également été apportées dans la durée des sessions des réunions des conseils municipaux et régionaux.
En ce qui concerne le projet de loi portant attribution et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé, la modification vise à clarifier et à détailler les attributions des différentes collectivités territoriales qui cohabitent sur le territoire du district autonome du Grand Lomé. Et c'est à l'unanimité des députés présents que ces deux projets de loi ont été adoptés. Le grand parti Union pour la République de la majorité parlementaire se réjouit de toutes les avancées démocratiques en matière de gouvernance locale et reste totalement disponible à accompagner le gouvernement dans l'amélioration de ce processus pour plus de modernisation et d'efficacité institutionnelle et organisationnelle de nos collectivités territoriales. Ces modifications, nous les avons appelées pour certains de tous nos voeux et nous sommes satisfaits que ces clarifications apportées donnent la lisibilité nécessaire au bon fonctionnement des collectivités territoriales. Ces modifications que nous avons apportées aujourd'hui s'inscrivent donc dans un processus de renforcement du cadre législatif et de clarification des attributions des différents acteurs impliqués dans le processus de décentralisation. Pour le commissaire du gouvernement, Payadou Aboupessi, l'adoption de ces deux projets de loi permettra une meilleure compréhension et interprétation des tests relatifs à la décentralisation et aux libertés locales et de mieux connaître les attributions et fonctionnement du district autonome du Grand Lomé. La mise en œuvre de ces nouveaux tests nous permettront de clarifier certaines dispositions et surtout permettront que la décentralisation soit mieux comprise et qu'elle soit plus renforcée. Le gouvernement s'engage à mettre en œuvre donc ces lois que vous venez de voter. La séance a permis également aux élus du peuple d'ouvrir le débat d'orientation budgétaire sur le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DP-BEP 2023-2025. Les échanges ont permis aux députés de donner leur avis sur ce document. Tout en présentant ce document, le ministre de l'économie et des finances a relevé les grands axes et les secteurs prioritaires qui sont pris en compte dans l'élaboration de ce document. Les secteurs prioritaires de la feuille de route gouvernementale, le social, l'axe 1 qui à lui seul va mobiliser plus de 50% des ressources et puis les autres aspects, notamment l'agriculture. Nous avons élaboré une stratégie de la dette publique qui soit une stratégie soutenable. Donc la dette publique, la politique de la dette publique sera une politique soutenable dans les 3 prochaines années et nous respecterons toutes les normes et les critères en la matière de sorte à ce que le risque de surendettement soit un risque faible, modéré à faible. Il est à noter que la Commission des finances a formulé quelques recommandations qui seront soumises au gouvernement. Le rêve de tout individu de nos jours est de se réaliser, fonder une famille et mettre celle-ci à l'abri de toute intempérie. Dès lors, vient le besoin d'avoir un toit ou une habitation pour servir de protection et de cadre de vie. Sauf que dans nombre de cas, la réalisation de certaines de ces habitations, souvent confiées à des personnes non aguerries dans le domaine du bâtiment, peut s'avérer un danger pour les habitants. Entre éventuelles fissures de murs ou fondations mal faites pouvant conduire à un écroulement de la construction, les risques sont nombreux. C'est donc pour éviter d'arriver à ces situations souvent désagréables qu'un personnage est plus qu'important. Lui, c'est l'architecte. Professionnel du bâtiment et de la construction, il définit avec assurance les fondements ou principes de base pour la bonne réalisation de l'ouvrage. Un architecte, c'est un professionnel formé pour pouvoir concevoir des plans, des projets d'architecture et pour suivre également leur exécution. L'architecte est, comme qui dirait, le chef d'orchestre. Les maçons, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment en général, nous collaborons avec eux et nous orchestrons tout le mouvement, tout l'acte de bâtir tout autour du projet. Cependant, l'architecte dans la réalisation d'un ouvrage doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Des critères qui, selon les spécialistes du domaine, détermineront la qualité ainsi que la durabilité de l'ouvrage. Chaque projet d'architecture, pour les bâtiments que nous sommes en train de construire, pour les projets dans la ville en général, il est important d'impliquer les architectes, les professionnels du bâtiment, qui déjà vont proposer d'abord, ne serait-ce que pour le paysage architectural, des bâtiments dignes de ce nom,
et ensuite dans l'usage de la chose, des bâtiments de qualité. Donc on parle de l'esthétique, on parle de la fonctionnalité, on parle de la durabilité. En général, on parle de la qualité du bâtiment et de la qualité du bien-être de ceux qui l'utilisent. Même si depuis longtemps, s'offrir les services d'un architecte a été considéré comme un privilège réservé aux plus nantis, ce n'est plus le cas de nos jours, rassure ce professionnel de la construction. Ainsi donc, il convie chaque personne voulant assurer sa sécurité et celle de ses proches à toujours consulter un architecte avant tout travaux de construction. On dit que les services des architectes sont coûteux. Imaginez quelqu'un qui dépense, par exemple, je dis 200 millions pour construire un bâtiment. Et il ne s'attache pas au service d'un architecte. Et plus tard, on lui annonce qu'on doit démolir ce bâtiment-là parce que ça ne respecte pas les normes. Est-ce que là, on dirait que l'architecte est coûteux? Notre travail, c'est de concevoir pour l'être humain, pour le confort de la personne qui va utiliser le bâtiment. Ne pas faire recours au service de l'architecte, c'est s'exposer à concevoir quelque chose qui ne sera pas praticable, qui ne sera pas fonctionnel. Et lorsque vous consultez un professionnel, l'avantage c'est qu'il voit ce dont vous avez besoin. Il discute avec vous, connaît votre besoin, votre budget pour réaliser la chose et vous fera une conception pour un projet sur mesure. Non seulement par rapport à votre budget actuel, mais il peut vous faire une prévision pour le futur. Rappelons qu'au Togo, plusieurs innovations ont été apportées dans le domaine de l'architecture pour moderniser le secteur. Une volonté des plus hautes autorités du pays visant à révolutionner le domaine et à en faire un levier de développement. La situation de sécurité routière est de plus en plus inquiétante et préoccupante au Togo. Des cas d'accidents sont enregistrés au quotidien avec de lourds bilans négatifs et ce, malgré les appels à la prudence ainsi que des sensibilisations sur le respect du code de la route en circulation. Si plusieurs facteurs concourent à cette situation alarmante dans le pays, un reste prédominant, celui lié au comportement des usagers de la route, selon les experts en sécurité routière. C'est l'homme qui est au centre, l'incivilité sur nos routes, des injures qui font monter l'adrénaline et l'autre veut aussi répondre et puis ça dégénère. Donc l'état du conducteur n'est plus en place, le monsieur conduit malgré lui, ce qui fait qu'il peut faire des kilomètres sans se rendre compte. Il y a moins de 50% qui respectent les consignes données pour être en bonne quiétude sur nos routes. Pour rappel, le dernier bilan annuel a fait état de plus de 600 morts et des milliers de blessés pour la seule année 2021. Il y a lieu de prendre conscience, chercher à tout prix à éviter des mauvais comportements en circulation. Ce monsieur en état d'ivresse, il n'est plus en lui-même. C'est grave. Alors, si nous prenons quelque chose qui peut changer nos comportements, ça sous-tend déjà que le danger, on minimise le danger. Et on se dit que la faute, c'est aux autres. Et c'est très grave. Et la vitesse qui est là, qui fait la vitesse, ce n'est pas le véhicule qui fait la vitesse. Mais c'est l'homme qui appuie sur une gâchette, c'est-à-dire que sur l'accélérateur. C'est très grave. Quand nous faisons la vitesse, il y a une réduction de champ visuel. Il se crée, les images ne sont plus perçues normalement. Et il y a une peur qui agit sur l'homme. Mais on ne veut pas tempérer ça. Donc on ne peut pas dire que je dois réduire ma vitesse parce qu'on a bu quelque chose. Les stationnements défectueux, tous ces trucs, les gens qui garent leur véhicule n'importe comment, n'importe où, ce n'est pas bon. La loi punit tout cela. La surcharge, les gens qui surchargent leur véhicule, gabarit hors, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les règles que la loi a fixées, mais vous voulez faire ce que vous voulez sur la route, alors que non. Il y a des dispositifs de sécurité qui sont installés sur les véhicules, comme la ceinture de sécurité. Les gens ne prennent même pas goût même de toucher à la ceinture, alors que c'est un dispositif pour vous retenir en cas de choc. La formation en conduite pour toutes les catégories de permis est aussi indispensable. Les sensibilisations se poursuivent du côté du gouvernement et les syndicalistes des transports pour minimiser les risques d'accidents sur les routes. La prudence et la vigilance doivent être de mise en circulation, quelles que soient vos préoccupations, puisque c'est votre vie et celle des autres qui en dépendent.